Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayerons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société et à nos entreprises. Durant chaque épisode, on plongera dans des sujets d'actualité et des interviews d'experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier tous les premiers auditeurs du podcast. J'ai eu des super bons retours, donc merci à tous pour vos premiers retours. Ça fait chaud au cœur et ça motive pour justement continuer et surtout essayer de garder un bon rythme de publication. Donc je vais essayer de garder le meilleur rythme possible. Alors avant de commencer notre entretien d'aujourd'hui avec Josh, je voudrais essayer de faire un petit tour des actualités. Je me dis que ça peut être sympa d'essayer de voir un petit peu les actualités qu'on a sur le thème avant de lancer chaque épisode. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc aujourd'hui, j'ai compilé quelques infos intéressantes. Alors forcément, quand je dis que j'ai compilé, j'ai utilisé différents outils pour le faire à ma place, puisque l'idée aussi de ce podcast, c'est de le construire avec des outils liés à l'intelligence artificielle. Peut-être que je pourrais d'ailleurs aller un petit peu dans les détails, donc comme vous l'avez déjà vu, le co-présentateur c'est Josh qui utilise un LLM, donc LLM pour Large Language Model, le plus connu c'est ChatGPT, il y en a d'autres, il y a aussi Llama qui est assez connu. Le concept, c'est que c'est en gros un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné pour parler et pour combiner des mots, etc. Et c'est ce qui du coup est assez impressionnant puisque forcément vu qu'il utilise la langue et que la langue c'est notre outil de communication, ça forcément avoir une intelligence artificielle qui travaille sur ce domaine, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant à voir. Dans les autres outils d'ailleurs que j'utilise sur le podcast, j'utilise aussi un outil dédié pour la partie musique. J'ai utilisé en fait des compositions qui sont elles aussi entièrement créées par des intelligences artificielles, donc vous me direz si vous aimez la musique de l'intro et la musique que j'utilise en ambiance, mais en tout cas sachez qu'elles ont entièrement été créées par des intelligences artificielles, donc c'est encore une autre façon d'utiliser ce thème-là dans le podcast. Pareil d'ailleurs pour la pochette du podcast, enfin en tout cas les images liées au podcast, c'est pareil, tout ça a été créé avec Midjourney, qui est je pense le modèle de création d'images un peu plus connu en ce moment. Il y a d'autres images qui sont aussi publiées sur le compte Instagram, donc n'hésitez pas à suivre ce dernier si vous voulez voir un petit peu les images que je génère avec différents modèles d'intelligence artificielle. En ce moment, j'en ai posté quelques-unes avec DALL-E 3, qui est le dernier modèle de OpenAI, donc la société qui fait ChatGPT, qui du coup est assez impressionnant et qui permet de générer des images qui suivent vraiment très bien, je trouve, les instructions qu'on leur donne. Donc voilà. Pour les infos sur le podcast, maintenant on passe du coup à l'actualité. Donc, j'ai compilé quelques petites infos. La première, c'est qu'il y a une expérimentation sur l'intelligence artificielle qui a été lancée dans le secteur public, en France. Donc, même le gouvernement s'y met, j'ai envie de dire, c'est pas tout le temps le cas, on va être honnête, c'est forcément les grosses structures, c'est les structures les plus lentes à bouger et à changer, et donc savoir que même en ce moment, il y a dans le gouvernement, il y a des choses qui sont lancées sur ce genre de choses, c'est intéressant de savoir que ça existe. Et donc, il nous explique dans cette news que cette initiative, elle vise à alléger la charge de travail des agents de la fonction publique afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à l'accompagnement des citoyens, notamment au téléphone ou au guichet. Intéressant. Honnêtement, ce que ça peut vouloir dire aussi derrière, c'est que si on a des personnes qui travaillent plus efficacement grâce à l'intelligence artificielle, on aura aussi sûrement besoin de moins de personnes, et c'est aussi le genre de thématique, moi, que j'aime aborder avec ce podcast, et c'est pourquoi, je pense que c'est intéressant de s'informer et de suivre l'actualité sur l'intelligence artificielle, c'est qu'il va y avoir très probablement des grands mouvements de remplacement de métiers, puisqu'il y a des métiers qui vont être moins pertinents avec l'intelligence artificielle, d'autres qui vont être plus pertinents. Enfin, en tout cas, il va y avoir un grand changement au niveau de la société, puisque on va avoir des outils qui vont automatiser un travail qui n'était pas automatique avant, et je pense que comme quand il y a eu la révolution industrielle, on a automatisé le travail dans les champs, là on va automatiser du travail intellectuel, et ça va forcément avoir un gros impact sur la société. Dans le même thème, on a
Un déploiement de ChatGPT dans l'administration française, donc voilà, qui à partir du 2 octobre a lancé une expérimentation avec 1000 agents qui ont commencé à tester ChatGPT et aussi Llama qui est le modèle de Facebook, pour améliorer les réponses aux usagers, envoyer des emails dans le cadre d'une expérimentation. Donc voilà, bon, c'est tout ça pour dire que le gouvernement s'y met. Et il y a une autre news que j'ai trouvée assez intéressante aussi dans le même thème, où on se rend compte que des très grosses institutions se mettent aussi à regarder de très près ce sujet de l'intelligence artificielle, et c'est ce qui fait que pour moi, je pense vraiment qu'on a face à nous une très grosse révolution qui arrive, hein, et qu'on va pouvoir vivre cette révolution. Un peu, je pense même que là on est sur un changement qui est même supérieur à ce qu'on aurait pu connaître avec Internet. Et donc cette nouvelle, c'est que le 17 octobre 2023, le pape François a abordé le thème de l'harmonie entre l'IA et l'humanité, exprimant le souhait de canaliser l'évolution rapide de l'IA vers une communication plus humaine. Donc c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui même l'Église s'intéresse au sujet de l'IA, à voir comment tout ça pourrait évoluer. Et je pense que d'ailleurs, on en profitera dans les épisodes qui suivront pour beaucoup discuter de l'éthique, puisque je pense que ça va être vraiment un sujet intéressant à aborder, puisque forcément, plus on peut automatiser des choses, plus l'IA peut faire des choses, plus on va être dans un monde où on sera entouré d'IA, plus on va aussi devoir aborder ce sujet de l'éthique et savoir à quel point on peut être d'accord ou pas avec certaines fonctions, certains sujets qui sont entièrement gérés par une intelligence artificielle. Dans les autres news, on avait quoi d'autre d'intéressant ? On a un partenariat pour le diagnostic de la tuberculose via l'intelligence artificielle qui est lancé par Siemens et le Fonds mondial de lutte contre le sida, où ils sont en train de travailler sur des utilisations permettant d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux diagnostiquer la tuberculose. Et cette news, je la trouve assez intéressante puisque elle va être un peu en lien avec le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, puisque aujourd'hui je voulais parler de l'expertise en général et des experts, et de pourquoi les experts risquent d'être les premiers remplacés par l'intelligence artificielle. Salut Josh, donc aujourd'hui j'aimerais parler avec toi de pourquoi l'expertise, enfin en tout cas le métier d'expert pourrait être l'un des premiers métiers remplacés par l'intelligence artificielle. Je pense notamment à l'imagerie médicale, mais aussi à d'autres métiers où il y a de l'expertise, du diagnostic, et pourquoi ce serait l'une des premières choses en tout cas qui pourrait être remplacée par les intelligences artificielles. Qu'est-ce que tu en penses ? Salut Dimitri. Effectivement, les domaines requérant une expertise, en particulier ceux liés à l'analyse de données complexes comme l'imagerie médicale, sont des terrains propices pour l'IA. Voici quelques raisons. Capacité de traitement. L'IA peut analyser des volumes massifs de données rapidement, ce qu'un humain ne pourrait pas faire en un temps comparable. Précision. Dans certains domaines, les algorithmes d'IA ont montré qu'ils pouvaient égaler, voire dépasser, la précision humaine. Apprentissage constant. Les systèmes d'IA peuvent apprendre continuellement à partir de nouvelles données, améliorant ainsi leur précision et leur fiabilité. Absence de biais. Contrairement aux humains, une IA bien conçue ne devrait pas être influencée par des biais cognitifs, même si c'est un sujet délicat car elle dépend des données sur lesquelles elle est formée. Disponibilité. L'IA est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, il est crucial de noter que l'IA peut assister les experts, mais ne les remplacera pas entièrement dans un futur proche. L'intuition, le jugement éthique, la relation humaine et la prise de décision complexe sont encore très humains. Penses-tu que la société est prête à accepter ces changements dans des domaines aussi sensibles que la médecine ? Justement, à ce sujet, je me pose la question de est-ce que si jamais statistiquement on se rendait compte que les intelligences artificielles arrivaient à faire des meilleurs diagnostics dans certaines situations bien définies, je pense typiquement à de l'imagerie médicale, est-ce que tout simplement on ne ferait pas plus confiance à l'intelligence artificielle ? Tout comme on a un autopilote dans les avions, on pourrait se dire que si la technologie est suffisamment fiabilisée, on peut lui faire confiance et être certain qu'elle fera peut-être des erreurs, mais en tout cas elle fera moins d'erreurs qu'un humain, ce qui peut arriver très régulièrement. C'est une excellente observation. Effectivement, si l'IA démontre une précision et une fiabilité supérieures dans certaines tâches, il est naturel que les gens commencent à lui faire davantage confiance. Quelques points à considérer. Comparaison avec l'autopilote.
Tout comme dans l'aviation où l'autopilote gère une grande partie du volume, mais où les pilotes reprennent la main dans des situations complexes ou en CA d'urgence, l'IA en médecine pourrait fonctionner de la même manière. Elle pourrait gérer les diagnostics courants, mais un spécialiste humain interviendrait pour les CA plus complexes ou ambigus. Standardization. Les erreurs humaines peuvent varier d'un individu à l'autre, alors que l'IA, si elle est bien formée, serait plus standardisée dans ses diagnostics. Évolution et apprentissage. L'IA a la capacité de s'améliorer en continu à partir de nouvelles données, réduisant ainsi les erreurs sur le long terme. Relation patient-médecin. Même si l'IA est utilisée pour le diagnostic, la relation humaine reste centrale en médecine. Les patients ont besoin de l'empathie, du soutien et de la communication d'un vrai médecin. Acceptation sociale. L'adoption de l'IA en médecine dépendra aussi de la façon dont elle est perçue par le public. Une communication claire, une formation adéquate des professionnels de santé et des réglementations solides peuvent aider à instaurer la confiance. En résumé, même si l'IA peut surpasser les humains dans certaines tâches spécifiques, il est peu probable qu'elle remplace entièrement le rôle des experts dans un avenir proche. C'est plutôt une collaboration entre l'homme et la machine qui semble être la voie à suivre. Penses-tu que le grand public serait prêt à accepter des diagnostics principalement basés sur l'IA? Alors ce qui est marrant avec Josh, c'est qu'il prend, je trouve, beaucoup de pincettes. Je pense qu'il veut pas trop nous inquiéter. Donc voilà, il nous dit qu'il faut pas s'inquiéter. C'est pas demain que ça va arriver. Mais quand on regarde un petit peu et qu'on cherche un petit peu, on se rend compte qu'on a quand même un vrai sujet, je pense, sur ce remplacement potentiel des experts, ou en tout cas, effectivement, dans un premier temps, des outils qui aideraient les experts. Mais si ces outils fonctionnent très bien et qui sont très fiables au bout d'un moment, est-ce qu'en tout cas on va pas avoir besoin à minima de moins d'experts, ou peut-être à terme remplacer complètement ces experts? Et donc là, j'ai trouvé un exemple assez sympa, c'est une entreprise qui s'appelle Glimmer, leur site internet c'est glimmer.ai, voilà, que vous pouvez trouver facilement sur internet. C'est une entreprise française qui travaille dans le monde de l'imagerie médicale. Et sur leur site, ils expliquent qu'ils travaillent actuellement avec 800 institutions médicales et qu'ils ont examiné déjà 15 millions de patients par année. Alors du coup, ils examinent en tout cas 15 millions de patients par an, donc je sais pas exactement comment ils ont fait leurs chiffres, et qui travaillent dans 30 pays. Ça veut dire que là, aujourd'hui, avec leur outil, il y a déjà des patients qui se font analyser régulièrement, en tout cas dont les imageries médicales sont analysées en partie par leur système d'intelligence artificielle, ou en tout cas où il y a une intervention de ce système-là qui permet d'améliorer les diagnostics, tout simplement, de pouvoir faire ces diagnostics plus rapidement, de façon plus précise, et donc aujourd'hui d'être un soutien aux équipes médicales. Mais comment ces choses-là pourraient évoluer, c'est là où je trouve ça intéressant. J'ai eu un autre exemple qui a été apporté par un auditeur. Alors sur celui-ci, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver des informations un peu plus concrètes, mais en tout cas, je pense que voilà, c'est quelque chose aussi qui est en train d'arriver petit à petit. C'était tout simplement un exemple sur un garage où voilà, il a amené son véhicule en garage et le garagiste en fait aujourd'hui travaille avec les manettes qu'on connaît, bon c'est les manettes qu'on branche sur la voiture ou sur le véhicule en tout cas pour analyser les pannes. Et en fait aujourd'hui le technicien il branche la mallette et c'est directement l'intelligence artificielle qui fait un diagnostic de la panne éventuelle. Et c'est typiquement le genre de choses où il y aura peut-être un remplacement des experts plus simple à faire que quand on parle de médical. Faire un diagnostic sur une réparation d'un véhicule, ça reste quelque chose qui reste moins critique, on va dire, qu'une décision de santé. Bon, même si on pourrait dire qu'il y a quand même un sujet sur la responsabilité, si jamais la réparation était pas la bonne et que le véhicule est défectueux et que ça crée un accident, voilà, qui sera la responsabilité? Ça reste un sujet. Mais faut pas oublier que on est quand même dans un monde où les entreprises cherchent à faire des gains. Si l'entreprise elle a une mallette qui lui permet de faire des très bons diagnostics, mais que derrière elle a juste besoin d'avoir un humain pour avoir la responsabilité, elle peut très bien faire un outil qui va être extrêmement automatisé, et ce serait pareil dans le médical, un outil en gros qui va lui donner la réponse, mais c'est l'expert ou le médecin qui prend la responsabilité. Donc ce serait une façon assez facile de détourner en tout cas la responsabilité, pour dire voilà, il y a quand même un humain derrière qui est responsable, mais si l'humain veut choisir le choix que l'intelligence artificielle lui a proposé, sans vraiment le remettre en question, sans vraiment chercher derrière, il a juste à cliquer et c'est ok. Et si statistiquement on a très peu de cas où la décision engendre un problème,
bah ça risque de se passer, hein. C'est un petit peu comme quand on lit les super longues conditions de n'importe quel usage de logiciel ou voilà de site internet, hein, bah en soi on accepte la responsabilité, donc on dit oui, ok, j'accepte les conditions générales, mais on les lit jamais en fait, et au final on accepte ce risque-là en se disant bon bah de toute façon il y a peu de chances que en acceptant les conditions générales je vais avoir quelqu'un qui demain va me kidnapper pour m'envoyer dans un camp de travail de force. Oui, parce qu'on sait que ça n'existe pas et que il y a sûrement des choses qui sont qui seraient pas intéressantes qu'on a acceptées en acceptant ces conditions générales, hein, notamment souvent au niveau de nos traitements, les traitements des données, etc. Mais on se dit bon bah il y a quand même une loi, il y a un cadre derrière. Il y a peu de chances que en acceptant sans lire, j'ai pris un réel risque. Et donc du coup on accepte de prendre la responsabilité de ce risque-là. Et si derrière bah on a ces outils qui peuvent justement être très performants, on pourrait se retrouver avec des humains qui serviraient juste à prendre la casquette de la responsabilité quand il y a un problème. Maintenant, j'aimerais voir quelque chose avec toi, Josh. Tout à l'heure, tu as dit que dans certains domaines, les algorithmes d'intelligence artificielle ont montré qu'ils pouvaient égaler, voire même dépasser les prédictions humaines. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur ce sujet ? Bien sûr. Voici quelques domaines où l'IA a démontré des performances remarquables, souvent égales ou supérieures à celles des humains. Imagerie médicale. Dans la détection de certaines pathologies à partir d'images médicales, comme les tumeurs sur des mammographies ou les rétinopathies diabétiques dans des images rétiniennes, l'IA a atteint des niveaux de performance comparables à ceux des radiologues ou ophtalmologues expérimentés. DeepMind's AlphaGo a surpris le monde en 2016 en battant le champion du monde de Go, un jeu considéré comme extrêmement complexe. Il a depuis évolué en version plus avancée et a maîtrisé d'autres jeux comme les échecs ou StarCraft 2. Dans des tâches spécifiques, comme la classification d'images ou la détection d'objets, les systèmes d'IA peuvent surpasser la performance humaine, en particulier lorsque le volume de données est très élevé. Il est important de noter que, même si l'IA excelle dans ces domaines spécifiques, cela ne signifie pas qu'elle possède une compréhension profonde ou une conscience. Elle est très spécialisée et optimisée pour des tâches précises. Est-ce que ces exemples te donnent une meilleure idée de la capacité de l'IA à rivaliser avec les compétences humaines ? Alors effectivement, hein, comme Josh nous l'explique, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces IA qui ont des capacités entre guillemets surhumaines, hein, ça reste des IA très spécialisées, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui fonctionnent très très bien sur des domaines précis, qui fonctionnent même mieux que des humains, hein, mais on n'est pas encore avec une intelligence artificielle générale, hein, dont on parlera je pense dans un prochain épisode, mais qui serait capable de à la fois être meilleur dans un domaine précis, mais aussi d'être capable de s'auto-améliorer, de comprendre des choses pour lesquelles elle n'aurait pas été entraînée à la base, et de pouvoir étendre ses connaissances comme pourrait le faire un être humain ou même un autre animal. Du coup, Josh, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur AlphaGo. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la façon dont elle a été entraînée, par exemple, et les conditions un petit peu qu'il y a eu autour de sa victoire ? AlphaGo est l'un des projets les plus célèbres de DeepMind, une entreprise britannique spécialisée en IA, rachetée par Google en 2014. AlphaGo a fait sensation en battant des champions du jeu de Go. Le jeu de Go est considéré comme l'un des jeux de stratégie les plus complexes. Avec un nombre de coups possibles dépassant le nombre d'atomes dans l'univers, il est bien plus complexe que les échecs d'un point de vue combinatoire. Entraînement, AlphaGo a été formé en utilisant une combinaison d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement. Initialement, il a été formé sur des millions de parties jouées par des humains pour prédire le mouvement du joueur. Ensuite, il a été amélioré en jouant contre lui-même des millions de fois, apprenant de ses propres erreurs grâce à l'apprentissage par renforcement. Architecture. AlphaGo utilise des réseaux de neurones profonds pour évaluer la position du plateau et prédire les mouvements. Il a deux réseaux principaux, un réseau pour évaluer la position, réseau de valeurs, et un autre pour prédire le prochain mouvement, réseau de politique. Victoire historique. En 2016, l'un des meilleurs joueurs de Go au monde, lors d'une série de 5 matchs, 4 victoires pour AlphaGo et 1 pour Lee Sedol. C'était la première fois qu'une IA battait un joueur de Go de niveau mondial sans handicap. Évolution. Après AlphaGo, DeepMind a développé AlphaGo 0, qui a été formé sans données de parties humaines,
uniquement en jouant contre lui-même. Il a surpassé AlphaGo en seulement quelques jours d'entraînement. Plus tard, DeepMind introduit AlphaZero, qui a maîtrisé non seulement le Go, mais aussi les échecs et le shogi, toujours en utilisant la même approche d'apprentissage sans données humaines. La réussite d'AlphaGo a été un tournant dans le monde de l'IA, montrant que les machines peuvent exceller dans des domaines autrefois considérés comme le bastion de la créativité et de l'intuition humaine. Aurais-tu d'autres questions sur AlphaGo ou d'autres projets similaires? Ok, c'est super intéressant tout ce que nous dit Josh. Alors bon, vous aurez remarqué, petit problème actuellement avec Josh que j'essaierai de corriger d'ici les prochains épisodes, mais il a un peu de mal avec les dates et il a tendance à très vite partir avec un accent anglais et voilà, et à nous donner les dates en anglais. Donc pour redonner les dates, c'était 2016 du coup où AlphaGo a battu Licedol, et après je crois qu'il y avait une autre date qu'il nous a donnée, il nous a parlé de 2014, voilà, où il y a eu le rachat de Google d'AlphaGo, donc ils ont été rachetés avant d'obtenir cette victoire. Voilà un petit peu pour le sujet d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on a fait un premier petit tour sur ce sujet, sur les experts. N'hésitez pas du coup à m'envoyer des questions si vous en avez, ou même des sujets sur le compte Instagram du coup Tsunami IA, qui a été récemment créé pour avoir un véhicule de communication avec les auditeurs du podcast. Le podcast d'ailleurs est disponible sur toutes les plateformes via un lien Acast, donc voilà, normalement vous pourrez l'écouter sur Spotify, Deezer, Amazon et compagnie, donc n'hésitez pas à l'écouter sur votre plateforme préférée, et surtout à laisser un commentaire et une note 5 étoiles, puisque c'est ce qui va m'aider à lancer le podcast et ce qui va m'aider au référencement. Voilà, je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de Tsunami IA.